Pour les premières spécialités, un cours sur la tectonique des plaques histoire d'un modèle, l'expansion océanique. Tout d'abord, Alfred Wegener est un célèbre climatologue allemand du début du XXe siècle. Il partait assez souvent en expédition avec ses collègues et autres scientifiques. Et il est un des premiers, je rappelle, on est en 1912, à avoir été surpris et de s'être rendu compte que les continents que l'on a sur la carte, on a l'habitude de voir, sont comme un gigantesque puzzle. C'est comme s'il y avait un méga continent il y a longtemps, fort longtemps, et que ces continents se sont fracturés et séparés les uns des autres. On le voit bien ici avec l'Afrique. Ici, on a l'impression qu'elle s'est décrochée de l'Amérique. De la même façon, si vous voyez Madagascar ici, on a l'impression qu'il s'est décroché de l'Afrique et qu'il serait descendu. Ici, c'est en train de se fracturer. À d'autres endroits, vous voyez ici, on a l'impression que ça s'est décroché. Encore ici, la botte italienne se serait également décrochée. Donc il émet cette hypothèse qu'il a appelée la dérive des continents. Et comme tout bon scientifique, Wegener a besoin de prouver sa théorie. Donc aidé par d'autres collègues scientifiques et des paléontologues, il a trouvé des arguments qui permettent de prouver que son idée était bonne. En particulier, l'idée c'est que s'il y a un méga-continent, s'il existait il y a fort longtemps un méga-continent, les animaux et végétaux qui vivaient ici, là, sur les bords de l'Afrique ou de l'Amérique, devaient être exactement les mêmes. Donc si on regarde les fossiles datés de l'époque, et qu'on a ici, là, on peut reconstituer que le fait qu'il y a fort longtemps, ils vivaient au même endroit. C'est ce qu'ils ont fait en retrouvant un certain nombre de fossiles datés du même âge, ici en Afrique et en Amérique. De la même façon, ils ont également retrouvé des traces d'anciennes glaciations que l'on retrouve ici en Inde, au sud de l'Afrique ou au sud de l'Amérique, qui confirment qu'il y a fort longtemps, ces continents étaient rassemblés en un seul et unique continent. Un troisième argument, ce sont des arguments plutôt géographiques. Vous avez ici un bouclier guyanais que l'on retrouve ici dans l'ouest africain. Sauf qu'en 1912, Wegener n'a pas été vraiment cru. Sa théorie donc de la dérive des continents, un méga-continent qu'on appelait la Pangée, qui se serait fracturé et donné ce que l'on connaît à l'heure actuelle, il a fallu attendre les années 1950, Wegener malheureusement était mort en 1930, pour avoir une confirmation que son idée était bonne. En 1950, des campagnes océanographiques ont permis de sonder le fond des océans et de reconstituer les reliefs du plancher océanique. On voit ici les dorsales, on peut très très bien les visualiser, ce sont une large fissure qu'on appelle un rift, avec plein de craquelures de part et d'autre. Donc là on peut facilement suivre les dorsales océaniques. On retrouve également des creux très profonds que l'on appelle des fosses. On voit bien ici, on en a également ici, ou encore ici à l'ouest de l'Amérique. Ces campagnes océanographiques ont permis également de faire des prélèvements du plancher océanique et de constater qu'il est constitué essentiellement de basalte et de gabbro. Un autre argument, ce sont les flux géothermiques. Il s'agit de la dissipation de chaleur par surface, par élément de surface et par unité de temps. Vous avez ici un code couleur, donc dans les bleus clairs, on va pas dire que c'est froid, mais les flux géothermiques sont moins importants, et par contre, quand on est dans le rouge, on a des fortes remontées de chaleur, et ces fortes remontées de chaleur, on les trouve au niveau des dorsales. Arthur Holmes, en 1945, est un des premiers à émettre que ces dorsales océaniques sont le témoin à la surface de mouvements de convection à l'intérieur du manteau. Qu'est-ce qu'un mouvement de convection? Un mouvement de convection, c'est quand vous avez un déplacement de matière, et en particulier la matière chaude, quand elle est chauffée, elle remonte. C'est ce que vous pouvez visualiser ici avec de la glycérine colorée. On peut faire également la même manipulation avec de l'huile. Avec une plaque chauffante ici, quand la matière est chauffée, elle remonte à la surface. Donc, Holmes émet l'hypothèse que dans le manteau, sous la croûte océanique, il y a des matières chaudes qui remontent par convection. Harry Hess, en 1962, va continuer cette idée
et va parler des mouvements de convection qui vont déplacer ce plancher océanique. Vous avez ici de représenter les mouvements de convection donc ascendant du manteau, donc de la matière chaude qui remonte. Et cette matière chaude qui remonte va progressivement, petit à petit, se répandre ici en surface et se refroidir en surface. Nous verrons dans une prochaine vidéo que quand cette matière a refroidi, elle va avoir tendance à redescendre et plonger à l'intérieur du manteau. Quand la matière chaude remonte, on va avoir un effet de surchauffe ici sous la croûte, et cette chauffe de la croûte va la faire fondre et former des gouttelettes de magma. Pardon, je suis allée un petit peu vite. Donc ici vous avez donc non pas des remontées de magma, mais des remontées de matière chaude à l'intérieur du manteau. Ça chauffe ici la croûte, donc cette représentation est un petit peu fausse. Vous imaginez une remontée de chaleur ici qui chauffe la croûte, et le manteau va fondre, la croûte va fondre, former un petit peu de magma, et ce magma va remonter à la surface. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un rift continental. Ce magma qui remonte à la surface génère un volcanisme effusif intense. Quand on va un peu plus loin dans le temps, ce magmatisme ici très intense va entraîner une fracturation ici du continent, avec formation d'un rift continental avec un fort volcanisme, et vous voyez une sorte de plancher d'effondrement. À l'intérieur de ce plancher d'effondrement va s'insinuer de l'eau de part et d'autre et former une première mer. Ce magma à l'intérieur ici va durcir et former un basalte, une roche volcanique, qui s'accumule au fur et à mesure du temps, ce qui va avoir pour effet de pousser les parois du rift de part et d'autre. Donc on a un phénomène ici de divergence. Et cette mer qui était venue combler le creux ici va former petit à petit un océan, parce qu'à force d'accumuler du basalte ici, au niveau de la dorsale, la lithosphère ainsi formée s'écarte, s'agrandit de plus en plus, et les deux parois des rifts de part et d'autre vont s'éloigner l'un de l'autre. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène dit d'accrétion. C'est un condensé de deux mots. On a une accumulation ici de magma, qui est liée à la remontée des mouvements de convection qui chauffent la croûte, donc une accumulation de magma. Ce magma refroidi forme de la roche volcanique, du basalte, et donc on a création de lithosphère océanique constituée de basalte. Si on compare avec une fissure qui a lieu dans un mur, si on veut la réparer, on va essayer de combler cette fissure avec un ciment constitué d'un mélange de sable, de petits débris rocheux et d'eau. Ce ciment, il va ensuite durcir par déshydratation et se transformer donc en une roche très solide. C'est un petit peu le principe de la bouteille d'eau mise dans un congélateur. Au début, elle est liquide, puis ensuite elle durcit, se transforme en glace, et le volume de glace a augmenté et donc a fracturé la bouteille. Donc le volume de la forme solide prend plus de volume que la forme liquide. Mon ciment, quand il a durci et qu'il s'est transformé en roche, a donc pris un peu plus de volume et a donc pousser les deux petites parois qu'il y avait de part et d'autre. Ça, en quelque sorte, agrandit la fissure. Si on ne prend pas un ciment qui a des capacités élastiques, on va agrandir la fissure. C'est le même phénomène qui se passe au niveau d'une dorsale. Vous avez une remontée de magma. Ce magma durcit, se transforme en basalte à l'intérieur du creux, du rift, et ce basalte prend plus de volume et écarte les parois du rift. Comme tous les ans, on a plusieurs centimètres de basalte qui se forment et qui arrivent, et petit à petit, les parois de mon rift, les parois de ma dorsale s'écartent, à raison de quelques centimètres par an. Un autre argument, c'est l'âge des sédiments océaniques. Vous avez ici de représenter différents forages qui ont été faits de part et d'autre de la dorsale atlantique. Vous voyez ici qu'un forage qui est proche
relativement proche de la dorsale. Si vous regardez le code couleur, on est à environ 20 millions d'années d'âge. Si on s'éloigne, on va être vers 23 millions d'années. Un petit peu plus loin, vous voyez, tombe dans des couches orange plus sombres, on est dans 50 millions d'années. Encore un peu plus loin, là on a des couches dans le vert, on est au Crétacé supérieur, on est dans 90 millions d'années. Cela signifie que quand on regarde l'âge des sédiments qui se sont déposés dans le fond des océans, plus on s'éloigne de la dorsale et plus ces roches sont âgées. On peut également, grâce à l'âge calculé de ces roches, calculer un âge d'expansion océanique qui est ici pour l'océan Atlantique aux alentours de 4 cm par an. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, une remontée de matière chaude qui vient du manteau, qui chauffe la croûte, qui génère ce phénomène d'accrétion, donc d'accumulation de magma et de basalte qui écarte les parois du rift. Et c'est donc l'hypothèse de Hess qui va parler donc de l'expansion du plancher océanique. Donc l'hypothèse de Hess, c'est les mouvements de convection du manteau, et c'est Holmes qui donne cette hypothèse d'expansion du plancher océanique. Un nouvel argument, beaucoup plus récent, vient conforter cette idée. Vous savez qu'à l'intérieur du noyau de la planète, nous avons des éléments constitués essentiellement de fer et de nickel, dans le noyau externe, qui génèrent un champ magnétique. Ce champ magnétique fait en sorte que nous avons donc un pôle nord et un pôle sud magnétique au niveau de notre planète. Si on met une boussole, la boussole va nous montrer le nord magnétique. Et par contre, si on rapproche un basalte, donc cette fameuse roche volcanique, on se rend compte que la boussole, elle est déplacée. C'est comme si le basalte changeait le champ magnétique terrestre. En fait, c'est pas exactement ça. Ce basalte, quand il a refroidi, quand il s'est formé, on était à 1000 degrés, il a ensuite refroidi. Il s'est formé il y a un âge lointain dans la planète et il a enregistré le champ magnétique terrestre qu'il y avait à l'époque. Donc quand on met une petite boussole sur un basalte, elle s'oriente en fonction du champ magnétique enregistré dans ce basalte. Vous voyez ici un cône volcanique avec un empilement des différentes coulées de lave qui s'est refroidi et qui s'est transformé donc en roche. Le principe que vous connaissez bien, c'est que les couches qui sont en surface sont les plus jeunes et les couches qui sont à la base du cône sont les plus anciennes. On peut donc, par la technique de la boussole, enregistrer et mesurer le sens du champ magnétique enregistré dans le basalte. Et on se rend compte que les différentes couches n'ont pas le même sens magnétique. Le champ enregistré dans les basaltes change en fonction du temps. Ce phénomène, vous le connaissez peut-être, c'est qu'au fur et à mesure du temps, notre pôle nord magnétique bascule et change de sens. Si on remonte il y a 1000 ans, et 1000 ans seulement finalement, vous avez actuellement la T0, notre pôle nord représenté ici en bleu qui se retrouve plutôt vers le haut, et le pôle sud plutôt vers le bas, avec l'inclinaison connue de la planète. Il y a 500 ans, on voit déjà qu'il y a une bascule. Le pôle nord, ici, est en train de descendre vers le sud, et là, le pôle sud se retrouve légèrement à aller vers le nord. Et il y a 1000 ans, vous avez une totale inversion. Vous aviez le pôle sud au nord et le pôle nord au sud. On peut mesurer l'emplacement du pôle nord magnétique au fur et à mesure des années, et par exemple, sur les 100 dernières années, vous avez à peu près aujourd'hui ici le pôle Nord situé dans l'océan Arctique, mais en 1900, il se situait plutôt au niveau du Canada. Et donc ce pôle Nord magnétique a migré petit à petit vers l'Est, et donc a quand même changé considérablement de position en une centaine d'années. Est représenté ici sous la forme d'un code couleur. En bleu, le champ magnétique terrestre connu à l'heure actuelle, c'est-à-dire le pôle nord au nord et le sud au sud. Et c'est ce qu'on appelle l'anomalie positive.
et représentée en blanc l'anomalie dite négative, c'est-à-dire une inversion de ce champ magnétique, donc avec le pôle sud qui se retrouve au nord. On constate ce qu'on appelle une image en peau de zèbre, on dit aussi en queue-de-barre, avec une certaine symétrie de part et d'autre de la dorsale. Sous une autre représentation, vous avez ici donc l'axe de la dorsale, et on voit ici de représenter quand le pôle nord est au nord en bleu foncé, quand le pôle nord se situe au sud en bleu clair, et on voit bien comme un queue-de-barre et une symétrie de part et d'autre de la dorsale. Ce qui a été enregistré dans les différents basaltes indique que l'on a un déroulement symétrique de part et d'autre de la dorsale. On peut le voir mieux sur cette représentation, qui a donc été faite en 1963 par 3 scientifiques, Vine, Matthews et Morley. Vous avez ici donc la remontée de matériel mantélique, du manteau, comme on l'a déjà vu, avec production de croûte océanique et acquisition de l'aimantation. Et donc on voit ici de façon symétrique le développement de ce basalte qui est poussé au fur et à mesure du temps et qui enregistre ce champ magnétique terrestre. Finalement, une dernière donnée et un dernier argument qui confirme cette expansion du plancher océanique, cette dérive des continents par divergence, ce sont les données GPS. Là, c'est beaucoup plus récent, on est plutôt vers les années 1980-1990. Alors, qu'est-ce qu'un GPS? C'est un satellite qui a été envoyé dans l'espace et qui a la capacité la particularité, d'être géopositionné. C'est-à-dire qu'il reste toujours au-dessus du même point à la surface de la planète. Comme nous avons plusieurs satellites du réseau GPS, quand il y a un point à la surface de la planète, sa position est enregistrée par plusieurs satellites et on peut donc enregistrer son déplacement éventuel. C'est le principe de votre GPS dans votre voiture. Votre position, la position de votre véhicule est géolocalisée par le réseau GPS et on peut localiser votre voiture sur une carte qui est enregistrée dans le boîtier. Prenons par exemple une balise qui est à la surface de la planète qui s'appelle BRMU. Donc a été enregistrée sa position en latitude et en longitude au fur et à mesure du temps. On constate donc de 95 à 2010 que la position de cette balise, qui était dans des latitudes négatives, c'est-à-dire dans l'hémisphère sud, elle a petit à petit pris de la latitude, donc c'est-à-dire qu'elle est remontée vers le nord. Concernant la longitude, donc ça concerne l'est et l'ouest, vous avez ici des longitudes qui sont positives, c'est-à-dire on est plutôt du côté est du méridien de Greenwich, et on se rend compte que cette longitude, au fur et à mesure du temps, perd de longitude. Donc ça veut dire que la balise, elle part vers l'ouest. Pour mieux le représenter, prenons un graphique. Donc ici, vous avez les latitudes négatives, donc comme je l'ai dit, on est dans l'hémisphère sud. En 95, on est aux alentours ici de moins 17 à peu près, donc on peut le représenter ici, moins 17, et en longitude, on était à peu près 22. Donc on prend la longitude ici 0, on indique 22 et on représente son point. Et ici, donc, on peut retracer le vecteur du déplacement de cette balise par rapport à sa longitude et sa latitude. Donc ce vecteur, on voit donc qu'il va vers l'ouest et vers le nord, et on peut même mesurer sa vitesse de déplacement qui est de 14,9 mm par an. Il y a plein de balises dont le mouvement est enregistré tous les ans par le réseau GPS. La balise qu'on vient de voir, c'est BRMU, qui est donc située ici. Vous voyez bien le vecteur vers le nord et vers l'ouest. Et on peut donc enregistrer grâce au réseau GPS le déplacement de ces balises et de voir donc les différents mouvements à la surface de la planète. Et on peut mesurer leur vitesse de déplacement et on constate donc qu'il y a des déplacements qui sont moins rapides à certains endroits, comme ici, ou beaucoup plus rapides à d'autres. Donc finalement, en conclusion concernant donc cette expansion et donc l'historique de la découverte de cette expansion océanique, 1912, Alfred Wegener avec sa théorie de la dérive des continents avec des arguments paléoclimatiques, fossiles et géographiques.
Dans les années 50, des campagnes océanographiques qui permettent de découvrir la géographie des fonds marins et de faire des prélèvements rocheux. Holmes, qui a suivi les travaux de Hess, donne l'hypothèse de l'expansion océanique avec ce phénomène dit d'accrétion, avec dans le manteau des mouvements dits de convection. Cette théorie de l'expansion océanique est ensuite confirmée en datant les sédiments marins, on est dans les années 60. La découverte de l'inversion du champ magnétique et son enregistrement dans les basaltes permettent également de confirmer cette théorie. On est toujours dans les années 60, 62, 63. Et plus récemment, donc des données GPS qui permettent de mesurer la vitesse de déplacement et de confirmer ce mouvement de divergence.